Bienvenue sur ce webinaire qui présente les dernières nouveautés de DataViv, donc qui est la version 4.19 qui est sortie en mars 2020. Donc les premiers serveurs mutualisés ont eu droit à ces nouveautés mardi dernier, mardi avant-hier, donc le 10 mars. Certains ont reçu les nouveautés aujourd'hui et pour les serveurs dédiés, ce sera dans quelques jours. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Alors, je vois, a priori, c'est bon. Alors, super, on va pouvoir démarrer. Alors, je vais cacher juste ça. Hop. Et voilà. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue sur ce webinaire. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Sphinx est un éditeur de logiciels et un institut d'études spécialisé dans la collecte, l'analyse et le partage sous forme de data visualisation de données qualitatives et quantitatives. DataViv, c'est l'outil de data visualisation tout en un qui a un positionnement unique par rapport aux autres acteurs du marché, car il permet d'analyser à la fois vos données quantitatives et qualitatives. Alors, pour ma part, je suis Muriel de Donham, chef de projet recherche et développement chez Sphinx, du coup. Ma mission principale, c'est de recueillir vos attentes pour que les évolutions de nos logiciels correspondent réellement à vos besoins et aussi d'ajouter une petite touche d'ergonomie et d'expérience utilisateur. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Alors, nous allons tout d'abord parler des nouvelles fonctions d'analyse. Donc, tout d'abord, côté Kali, nous allons voir la nouvelle analyse de contenu qui vient de faire son apparition dans DataViv, qui est la codification manuelle. Cette nouveauté s'accompagne de l'enrichissement des restitutions d'analyse qualitative, notamment une liste des extraits caractéristiques, la possibilité d'afficher le verbatim par phrase ou par observation et d'autres options que nous allons voir ensuite. Parmi les nouvelles fonctions d'analyse, nous avons aussi la possibilité de suivre les statistiques de diffusion SMS pour ceux qui font la diffusion par SMS de leur requête. Donc, cela se trouve dans DataViv aussi. Côté analyse quantitative, cette fois-ci, pour les nouvelles options de calcul, donc nous avons désormais la possibilité d'afficher le nombre de valeurs distinctes dans un tableau, dans un croisement 3D. Alors, on va voir ça tout bientôt. Le contenu d'une zone de texte peut désormais être défini en fonction, mise à jour en fonction d'un profil. Vous pouvez également paramétrer les seuils de significativité et aussi on a des nouvelles fonctions de calcul qui permettent d'avoir la moyenne minimum et la moyenne maximum dans une zone de texte. Côté nouvelles fonctions de visualisation, on peut désormais comparer des variables numériques dans un diagramme en secteur, donc dans un camembert. On peut illustrer les en-têtes de tableau, donc les modalités qui sont dans les en-têtes de tableau, dans les lignes et les colonnes par des images, et fixer l'épaisseur des barres d'un histogramme lorsque l'on filtre. Côté amélioration ergonomique et visuelle, nous avons des nouvelles options d'affichage sur les filtres, la possibilité de faire de l'export par lot pour les lecteurs d'une vue DataViv ou d'un report et de naviguer vers une vue qui est un nouveau scénario. Donc, nous allons voir tout ça maintenant. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, que ce soit maintenant ou à la fin de cette présentation. Pour débuter, donc, nous allons parler des nouvelles fonctions d'analyse, donc la codification manuelle, l'enrichissement des restitutions d'analyse de contenu et le suivi des statistiques SMS. Alors, pour démarrer, on va commencer par la codification manuelle. Alors, pour mettre un petit peu de contexte dans tout ça, souvent, quand on fait un questionnaire, on hésite un petit peu à mettre des questions ouvertes parce qu'on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas comment présenter les résultats de ces questions ouvertes et on se dit que ça demande beaucoup de travail, donc on hésite à en mettre. Et pourtant, c'est dommage parce que si on met que des questions qui demandent un traitement quantitatif, eh ben, on s'intéresse au qui, au quoi, mais pas au comment. Et donc, on ne va pas chercher les raisons d'une insatisfaction, par exemple, ou d'une satisfaction. Donc, le fait de faire de l'analyse de contenu, ça nous apporte des contenus beaucoup plus riches et ça nous aide aussi à améliorer nos questionnaires ensuite.
On va prendre aujourd'hui l'exemple d'une enquête sur le tourisme et on va prendre l'exemple du fait de recevoir plein de commentaires sur la satisfaction par rapport à un hôtel. Donc là, pour l'exemple, on est allé chercher des commentaires sur TripAdvisor sur un hôtel, enfin sur plusieurs hôtels, ce qui nous a permis d'avoir une fausse enquête sur le tourisme et de voir comment on peut faire une codification manuelle à partir de ces commentaires. La codification va nous permettre de rationaliser l'ensemble des commentaires, savoir de quoi on parle, quels sont les thèmes abordés dans cette codification, savoir ce qui revient fréquemment. On va pouvoir aussi surtout illustrer chacun des thèmes que l'on va détecter par des extraits caractéristiques. Alors là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble avant de vous montrer comment on peut faire pour que vous puissiez en faire une de votre côté. Alors, je clique sur mon exemple. Donc là, vous voyez une vue DataViv en mode partage, donc pas en mode édition. Et on peut voir ici sur la gauche le résultat de notre codification manuelle. Donc on voit des catégories, chaque catégorie a des thèmes et on peut en mettre autant qu'on veut. On va voir que c'est le chargé d'études lui-même qui définit les catégories et les thèmes. On peut voir des pourcentages associés à chacune de ces thématiques. Ici, nous avons l'autre nouveauté, la liste des extraits caractéristiques. Et ce qui est très pratique et visuellement très intéressant, c'est que l'on peut cliquer sur une catégorie ou un thème et voir les extraits associés à chacun de ces thèmes et ces catégories. Donc, visuellement, on peut vraiment représenter facilement la restitution d'une analyse qualitative et tout le monde en comprend l'intérêt parce que du coup, je vais pouvoir savoir, par exemple, que disent mes clients sur la façon dont je les accueille ou sur mon hôtel, sur l'emplacement lui-même de l'hôtel, est-ce qu'il est bien, il n'est pas bien. Donc tout ça peut être mis en forme de la façon dont vous voulez et on va voir tout de suite comment on fait. Alors, du coup, la codification est ici. Alors, je vais vous montrer l'envers du décor de celle-ci. Donc là, je suis en vue édition sur DataViv, j'ai la codification que je viens de voir et ma liste des extraits caractéristiques. Donc pour paramétrer la codification, je clique ici. Elle va mettre un petit peu de temps à s'afficher parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc on la voit ici et comme on peut le voir, on a nos catégories, nos thèmes. On a ici dans la première partie donc les observations, les verbatims qui vont défiler l'un après l'autre, soit dans l'ordre comme ici, soit on peut passer d'une observation non codée, donc un verbatim que l'on n'a pas encore traité, à un autre en cliquant ici. On peut directement, par exemple ici, le personnel d'accueil est courtois, je sais que ça parle de personnel, donc je vais chercher où est-ce qu'on parle de personnel, que je le retrouve. Ici, donc mon thème personnel, je peux cocher directement et ce verbatim entier est associé à personnel. Je l'ai ici, il est cliqué et si je clique ici sur le nombre d'observations, je peux retrouver donc le personnel d'accueil est courtois. Ici, c'est un autre verbatim que j'avais précédemment coché, donc qui apparaît aussi. Au fur et à mesure, les verbatims s'ajoutent dans le nombre d'observations, donc par thème, qui est lié par thème, mais vous en avez aussi au niveau de la catégorie. Donc en cliquant ici, vous voyez tous les verbatims associés à cette catégorie. L'idée ici, c'est de pouvoir sélectionner aussi des extraits caractéristiques. Donc, je vais vous le montrer avec une variable qui a des verbatims un petit peu plus longs parce que ça sera un petit peu plus parlant. Donc, je ferme celle-ci et je vais ouvrir la codification manuelle pour une toute nouvelle variable. Ici, c'est une nouvelle vue. Donc, la codification manuelle, on la trouve dans l'analyse textuelle et sémantique, analyse de contenu, codification manuelle. Ici, je choisis une de mes variables texte à analyser. Ici, je vais prendre Hôtel Paris parce que celle que je viens d'analyser, c'était avis hôtel. Donc là, je prends Hôtel Paris, une nouvelle variable.
Donc, ma codification, là, mon interface s'affiche toute blanche. Il y a juste une catégorie et 2 thèmes qui sont affichés par défaut. Mais pour l'instant, je n'ai encore rien fait dans cette codification. Donc, je peux créer mes catégories et mes thèmes en cliquant sur le petit crayon. Je pourrais mettre, comme tout à l'heure, une catégorie accueil. Je peux, là aussi, mettre un premier thème personnel, un autre, j'avais langue parlée, je crois. Donc, on valide. Et hop, ma catégorie a été renommée, mes thèmes également. Donc, la première catégorie, sa particularité, c'est qu'elle prend tout l'espace de la codification manuelle de l'interface pour que l'on puisse, au début, quand on ne sait pas très bien quelle catégorie on va encore créer, on peut créer du coup plein de thèmes et ça s'affiche sur l'ensemble de l'interface. Mais dès qu'on crée une deuxième catégorie, elle s'ajoute en plus petit et une troisième, là, du coup, elles font toujours la même taille. Je peux renommer pareil chacune de mes catégories. Autres, là je mets, peu importe, mes thèmes, j'ajoute d'autres thèmes. Essayons de mettre quelque chose de cohérent quand même sur l'hôtel. Donc nous avions le bâtiment, l'état des chambres. On pourrait mettre la restauration, qui pourrait plutôt être une catégorie, mais on va le mettre en thème. Et je valide et j'ai un thème qui a disparu. Je n'ai pas dû le valider, mais je peux le remettre ici. Restauration. Et voilà, il apparaît. Et donc ici, on peut voir qu'on a des verbatims qui sont quand même assez longs. Donc essayons de voir quelque chose. Ah oui, là, on a merci à tout le personnel qui s'est montré ce que service à la française veut dire. Donc là, je sélectionne cette partie de phrase qui correspond au thème personnel et je le glisse dans mon thème. Et donc là, je peux vraiment ajouter des extraits caractéristiques d'un thème. Et je poursuis comme ça, je peux faire l'ensemble de mon verbatim. Et quand je valide, j'obtiens le tableau de caractéristiques qui, ici, est un peu vide. Donc, je suis revenue à mon ancien pour qu'on puisse le recomparer. J'enlève ça pour que l'on puisse voir comment elle ajoute. Donc ici, je suis revenue à ma variable d'origine que j'ai déjà un petit peu codifiée. Cette même variable qui s'appelle, comme on le voit ici, avis hôtel, je vais reglisser avis hôtel sur ma vue DataViz. Donc, je la prends ici, je la glisse. Et cette fois-ci, je ne veux pas afficher la codification manuelle ou comme ici le verbatim. Je vais sélectionner afficher les extraits caractéristiques. J'enlève le nuage de mots-clés, je n'ai pas envie de l'avoir. Et là, j'ai maintenant mes extraits caractéristiques. Je peux en afficher plus, moins. Je peux ajouter des variables signatures pour savoir, par exemple, de qui a exprimé ce verbatim. Donc, je peux choisir, par exemple, ici, parmi mes variables, j'ai le sexe de la personne, son âge, sa catégorie socio-professionnelle. Donc, comme ça, je peux vraiment voir les verbatims en contexte. Je pourrais aussi ajouter une variable d'évaluation, par exemple, par rapport à la satisfaction. Je crois qu'elle n'est pas renseignée pour beaucoup, donc ici, on n'en a que pour une, mais si j'avais une variable avec une note, je pourrais l'ajouter comme ceci. Là, je vais en mettre aucune. Je vois que j'ai une question, je crois. Alors, on me demande l'avantage par rapport à la création du dictionnaire. Alors, la codification, c'est beaucoup plus précis parce qu'on peut vraiment, avec une codification, l'idée, c'est si on la fait bien et on la fait jusqu'au bout, on peut transformer une analyse qualitative en quantitative parce qu'on va aller tellement de manière précise voir nos thèmes qu'on peut recodifier cela et en sortir des chiffres. Par contre, c'est plus long à faire qu'un dictionnaire parce que le dictionnaire, on est vraiment assisté. On ne met qu'une seule fois le mot qui est présent dans l'ensemble des verbatims et du coup, en une fois, on a codifié beaucoup de verbatims. Donc, c'est beaucoup plus rapide, mais c'est moins précis. Donc, après, tout dépend de la longueur de votre corpus. Si vous avez beaucoup de verbatims, vaut mieux utiliser un dictionnaire. Si vous n'en avez pas beaucoup, vaut mieux aller dans une codification. Et la codification peut aussi,
par exemple, même si vous avez beaucoup de verbatim, mais que vous voulez quand même faire une codification, ça permet d'illustrer les extraits caractéristiques. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ah oui, il y avait une autre question qui me demandait aussi si on pouvait regrouper les thèmes si nous nous rendons compte que deux thèmes se recoupent. Alors pour l'instant, on ne peut pas le faire automatiquement, donc il faudrait recopier le contenu de chacun, mais c'est prévu qu'on ajoute ce genre de fonctionnalité à l'avenir. Donc je poursuis sur la liste des extraits caractéristiques. Le but, là j'ai l'ensemble de mes extraits caractéristiques de ma codification, mais le but c'est que je puisse faire en sorte que quand je clique sur une catégorie ou un thème, seulement les extraits caractéristiques qui sont relatifs à cette catégorie ou ce thème s'affichent. Alors pour cela, je vais mettre en place un scénario. Donc je vais dans Scénario, filtrer des analyses, comme j'ai ici. Je sélectionne mon analyse à filtrer, donc je sélectionne les extraits caractéristiques. Je valide, et là, on va pouvoir voir que quand je clique sur Emplacement, seuls les extraits caractéristiques relatifs à ce thème s'affichent. Voilà comment on crée le scénario. Alors, donc on a parlé tout à l'heure de l'analyse thématique par dictionnaire. On a fait quelques petites améliorations sur la restitution de l'analyse thématique par dictionnaire. Donc juste pour rappel, je vous remontre à quoi ressemble, si je le retrouve, elle est ici. Alors, pour rappel, l'analyse thématique par dictionnaire, nous l'avons, est disponible dans DataVis, je crois, depuis la version 4.18. Donc, vous l'aviez déjà. Donc, ça ressemble à ceci, où on a également des catégories, des thèmes que l'on a créés soi-même, un lexique sur le côté, des verbatims qui s'affichent en dessous relatifs à chacun des mots. Et le but, c'est de glisser, par exemple ici, je crois que j'ai... Voilà, positionnement géographique, je peux glisser Venise. Et toutes les phrases donc tous les verbatims ici liés à Venise sont directement glissés dans le thème positionnement géographique. Donc c'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Donc je poursuis. Donc là, on a une restitution d'une analyse thématique par dictionnaire, donc qui est assez semblable en termes de restitution à une codification manuelle, puisqu'on retrouve des catégories, des thèmes et des pourcentages associés. À côté, par contre, on n'a pas les extraits caractéristiques, puisque ce n'est pas le but d'une analyse thématique par dictionnaire, mais on a affiché le verbatim. On a une nouvelle option qui vient de sortir, qui permet d'afficher par phrase ou par verbatim complet cette liste de verbatim. Ce qui permet, quand on fait un affichage par phrase, d'être beaucoup plus précis, puisqu'on n'a que la phrase, donc ce qui s'arrête au point. Si on avait un verbatim de 10 lignes, eh bien, on n'aurait que la phrase dans laquelle le mot était intégré. Je peux là aussi, j'ai fait pareil, un scénario, donc pour reprendre, donc j'ai cliqué sur mon analyse, scénario, filtrer des analyses, donc là je ne le refais pas, mais j'avais fait le scénario filtrer des analyses, ce qui me permet que quand je clique sur un thème ou une catégorie, je peux là aussi filtrer mon verbatim, et la nouveauté, c'est que je peux voir quel mot a permis de repérer ce thème, d'être associé à ce thème. C'est quand j'ai glissé le terme, par exemple, pour ma chambre, c'est pas très parlant parce qu'il y a beaucoup de chambres, on va mettre bruit calme, par exemple, quand j'ai glissé le bruit de l'appareil de climatisation dans mon thème, et ben c'est ce mot-là qui a permis d'être associé à bruit calme et que je retrouve ici. On va voir par exemple sur le personnel si j'ai quelque chose, sur la literie peut-être. Oui, là, vous voyez, c'est le mot couverture qui a permis d'associer le terme literie. Voilà donc pour les nouveautés concernant l'analyse thématique par dictionnaire. Je crois que j'ai oublié de vous parler aussi, on a une nouveauté qui est, je vais retourner du coup sur mon exemple, une autre option, hop,
dans les options, ici, j'ai une nouvelle option ici qui est le pourcentage sur le verbatim codé. Vous allez voir, ça va changer les chiffres. Donc, par défaut, cette option, elle est désactivée parce qu'on travaille sur l'échantillon total. Mais donc, par exemple, quand je la décoche, je peux dire que parmi ceux qui ont laissé un commentaire, 36% des répondants parlent d'hébergement. Mais si je coche l'option, les chiffres changent et je vois que 40% des verbatims pour lesquels on a identifié une thématique mentionnant l'hébergement, 40% des verbatims pour les... Non, oui, et on voit que oui, on a identifié la thématique qui mentionne l'hébergement. Désolée, je me suis un petit peu embrouillée, mais ça reflète du coup plus la réalité. Alors, j'ai une question qui me demande quelle est la différence entre verbatim et extrait caractéristique. Alors, je vais repartir de ma codification pour vous montrer. Hop. Alors, on va repartir de avis hôtel qui était ici, pour lequel on n'a pas fait grand-chose pour le moment. Mais comme on le voit ici, on a un verbatim qui est sur 4 lignes. Donc là, c'est mon verbatim entier. Donc, c'est tout le commentaire de mon client. Et si je prends que cette portion-là, je glisse là, par exemple, là, j'ai glissé un extrait caractéristique. J'ai glissé un extrait de ce verbatim. Donc, je suis encore plus précise. Donc là, j'ai le verbatim entier. Celui qui s'arrête à Deschamps, la première ligne, c'est une phrase. Donc là, sur 4 lignes, c'est mon verbatim. La première ligne, c'est une phrase. Et si je prends juste cette partie-là de mon verbatim, c'est un extrait. Donc, on a verbatim, phrase, extrait. Voilà pour celui-ci. Donc, après l'analyse thématique par dictionnaire, on va voir la nouvelle fonction d'analyse qui permet aussi de suivre des statistiques de diffusion SMS. Alors, je ne sais pas si vous faites de la diffusion d'enquêtes par SMS, parce que c'est un moyen qui permet d'avoir des taux de retour assez intéressants. Et on peut désormais, tout comme on pouvait suivre les statistiques de diffusion par email, on peut désormais suivre les statistiques de diffusion par SMS. Alors, je vous montre à quoi ça peut ressembler. On peut le mettre en forme de la façon dont on le souhaite. Mais par exemple, ici, j'ai fait une vue data vive qui me permet de récupérer le nombre de personnes contactées par SMS et le nombre de personnes qui ont répondu. Et je vois le taux de retour. Alors, comment je peux faire ça? Je vais dans data vive, bien sûr, dans la bonne vue. Hop. Là, je vais en créer une nouvelle pour l'exemple. Je vais dans analyse textuelle. Non, pardon, ça c'était tout à l'heure. Dans analyse avancée. Ici, j'avais déjà les statistiques emailing et maintenant j'ai les statistiques de campagne SMS. Je clique dessus. Donc, je choisis ma variable pour la campagne SMS. Je choisis ma campagne, pardon, et je peux détailler les résultats selon une variable. Par exemple, ici, j'ai séparé mes destinataires en 2 groupes, donc je pourrais les détailler par groupe. Donc, mes résultats vont s'afficher. Pour l'instant, j'ai que le taux de retour, mais ici, je peux ajouter, tout comme pour l'emailing, taux de retour, taux de réponse, en attente, délivré. Donc, je peux avoir un tableau complet. Si je le copie-colle, ce tableau, je peux aussi tout enlever. Hop. Je prends par exemple que mes contactés. J'enlève la fonction tableau et je veux un graphique. Et c'est comme ça que je peux du coup avoir d'autres présentations de cette partie-là. Et faire comme j'ai fait ici. Hop. Là, j'avais juste le nombre de répondus que j'ai affiché sous forme d'indicateur. Voilà pour cette partie-là. Alors maintenant, nous allons passer à la partie quanti de data vive pour voir les options de calcul. Nous pouvons désormais définir un profil sur une zone de texte. Est-ce que je l'ai bien mis cliquable? Donc, vous allez pouvoir voir. Alors, dans mon exemple ici, je suis toujours dans mon enquête sur le tourisme et j'ai pu afficher qu'en moyenne, les touristes dépensent 3 841 €.
Donc ça, je pouvais le faire avant. C'était déjà possible. Je vous montre comment. Hop. Donc là, j'ai mis entre crochets le numéro de ma variable et la moyenne, et ça affichait directement la dépense moyenne de mes touristes. Mais j'avais par exemple envie, j'aimerais pouvoir mettre en valeur la dépense des femmes versus la dépense des hommes, et pour ça, mettre un profil sur cette zone de texte pour qu'au fur et à mesure que les résultats arrivent, cette zone de texte se mette à jour avec les bonnes informations, mais en fonction du profil. Donc l'idée, c'était de pouvoir afficher combien dépensent les femmes, par exemple, et combien dépensent les hommes. Donc sur ce texte-là, en fait, on le sélectionne, on clique sur Avancer, et là, on voit que j'ai déjà défini un profil, mais je vais l'enlever, comme ça, on va pouvoir voir. Vous voyez, je l'ai enlevé, donc il se remet sur la moyenne globale. Je clique sur Définir un profil. Donc, par exemple, ici, je voulais les femmes, donc je retrouve ma variable sexe, et parmi femmes, et femme, est égal à femme. Je vais l'appeler femme. Je valide. Et là, donc, le résultat s'est mis à jour. Je peux donc définir un profil sur une zone de texte. Je retourne ici. Alors, nous avons aussi deux nouvelles fonctions dans les variables de calculer sur DataViv qui nous permettent d'avoir la moyenne minimum et la moyenne maximum. Ah, j'ai oublié de mettre le petit lien. Donc, on va y aller directement comme ça. Alors, moyenne min et moyenne max. Donc, en fait, ici, je suis passée par calculer une variable, calculer une nouvelle variable. Et comme on peut le voir ici, donc j'ai deux nouvelles fonctions, moyenne max et moyenne min, qui me permettent d'avoir, comme je le vois ici, la moyenne maximum, la note de satisfaction maximum pour un certain lieu de séjour. Donc, le meilleur lieu de séjour a eu 7,5 de moyenne et le lieu de séjour ayant eu une note de moyenne la plus basse et sa note est de 1,1. Donc, ça n'affiche pas le nom du lieu de séjour, mais sa note. Ce qui permet après de conditionner des affichages. Par exemple, si la note est inférieure à 2, eh ben, je n'affiche pas le nom de ce lieu de séjour. Donc, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans certaines conditions d'affichage. Alors, je vais revenir. Hop. Hop. On peut également paramétrer des seuils de significativité. On va paramétrer les seuils de significativité. Désormais, donc là, je suis dans ma vue. Je vais dans les propriétés de la vue. Et si je clique sur l'onglet Calcul, une nouveauté a fait son apparition, c'est la définition des seuils de significativité. Donc pour ceux qui utilisent IQ, c'est exactement le même principe. On les définit ici et ils sont valables pour l'ensemble des analyses de la vue. Voilà pour cette partie ici. Nous avions également le nombre de valeurs distinctes. Alors là, on retourne. Alors, je ne suis pas dans le bon, parce qu'il faut que je change d'enquête. Hop. Donc, pour vous expliquer, là, on va partir sur une autre enquête. Donc, on quitte le tourisme et on va partir sur une utilisation de DataViv pour laquelle on voudrait analyser des résultats pour faire un suivi commercial. Donc, savoir combien de ventes ont été réalisées pour l'entreprise, quel est le commercial le plus performant, etc. Donc, j'ai ici mon projet Reporting Co, dans lequel j'ai créé une analyse. Nous allons déjà partir sur le tableur pour que je vous explique le contexte. Donc là, comme on le voit dans notre tableur, nous avons donc des clients, à quelle date ils ont été facturés, quel numéro de facture, pour quel produit, quel prix, quel commercial. Donc, ce sont des résultats, des données fictives, hein, je tiens à le préciser. Donc,
Je prends par exemple mon client AAA Compagnie. On peut voir qu'il a eu plusieurs factures. Il en a eu donc 3, puisqu'on voit un numéro là, un autre là et un autre sur 3 lignes ici. La facture date de la même journée, c'est la même facture, mais avec 3 produits différents. Donc, comme on le voit, mon tableur est construit sur l'unité du produit vendu. Donc, il y a une ligne dans mon tableur par ligne de facture. Donc, je n'ai pas une ligne par client. Mon client AAA Compagnie, je le retrouve ici 5 fois. Mon client à venir, je le retrouve beaucoup de fois. Donc, si je voulais, par exemple, voir l'évolution du nombre de clients par mois, je ne pourrais pas me baser que sur le nombre de valeurs puisque mon nombre de clients est répété plusieurs fois. Donc, on a sorti une nouvelle fonction qui s'appelle nombre de valeurs distinctes pour pouvoir voir justement le nombre de fois où AA Compagnie est présent, mais juste pour une période donnée, juste pour mon mois de janvier. Donc, par exemple, là, sur mon mois de septembre, il est présent 3 fois, mais je veux qu'il soit présent qu'une fois, puisque je veux le nombre de valeurs distinctes. Donc, pour ce faire, je vais dans Data Vive, sur une vue lambda. Donc là, mon idée, c'est je vais repartir de 0. Donc, c'est d'avoir l'évolution par année et par mois. Donc, je vais glisser 2 fois la variable date. Je la croise. Je fais un tableau. Et comme on le voit, on a année, année. Donc, il y en a une que je veux mettre en mois. Donc, je mets en classe une de mes variables en mois, ce qui me permet d'avoir un tableau par année et par mois. Je mets, hop. Donc, je vais glisser après en cellule mon nombre de clients, puisque je veux voir l'évolution de mon nombre de clients. Hop, je l'insère en cellule. Et là, par défaut, dans valeurs, on a le nombre de valeurs distinctes. Avant, par défaut, on avait seulement le nombre de réponses. Donc, on pensait qu'en janvier 2016, on avait 445 clients, mais non, en fait, c'était 445 produits vendus. Et si on veut voir le nombre de clients, on a en fait, en janvier 2016, 211 clients. Donc, c'est le nombre de valeurs distinctes ici, qui est affiché par défaut. Voilà pour cette partie-là, sur les options de calcul. Donc, nous allons passer maintenant aux fonctions de visualisation. Nous avons la possibilité de faire des diagrammes en secteur pour les variables numériques accolées, donc des camemberts pour des variables numériques accolées. On va le voir tout de suite ce que ça rend. Alors ça, c'était avant. Donc avant, on pouvait avoir donc, notre dépense moyenne. Là, on est revenu dans l'enquête tourisme. Les dépenses pour chaque variable. Et on ne pouvait pas avoir les dépenses par poste des dépenses. On ne pouvait pas mettre ces 4 diagrammes ensemble pour n'en faire qu'un seul. Donc, désormais, c'est possible. Je vous montre comment. Hop, je ne suis plus dans la bonne enquête, j'y retourne. Je quitte le reporting commercial pour arriver sur l'enquête tourisme et voir mes diagrammes. Alors, comme on le voit ici, j'ai 4 variables numériques qui représentent mes postes des dépenses. Donc, dépenses hébergement, dépenses alimentation, dépenses restauration et dépenses restaurant et dépenses loisirs. À chaque fois, je les ai glissés. Hop, j'en glisse un, je mets un diagramme. Ça, c'était déjà possible avant. C'est ce que j'ai fait ici. Mais maintenant, nous avons la possibilité d'accoler ces 4 variables numériques. Je les accole. Et quand je fais ça, je vois que j'ai désormais la possibilité de l'afficher en camembert, en diagramme en secteur, où je peux voir donc du coup les postes de dépenses sur le budget global. Et je vois que l'hébergement est le poste de dépenses le plus important. On a aussi sous forme d'anneau, demi-anneau et Trimaps. Voilà pour cette partie-là. On peut aussi désormais, toujours dans les fonctions de visualisation, illustrer des modalités dans un tableau.
pour avoir quelque chose d'un peu plus visuel, donc remplacer les modalités par des images. Je vous montre ceci. C'est dans les entêtes de lignes et de colonnes. Ah, bah là, c'est pas la bonne image qui apparaît. C'est pas celle que j'avais mis à la fin. Mais bon, ça vous donne quand même l'exemple. Donc, j'ai remplacé le texte de mes modalités par des images ici ou par des pictos. Alors, comment on fait ça? Que je le retrouve. Il est ici. Hop, je quitte ça. Alors, ça tombe bien, on va pouvoir remplacer ces images pas très jolies. Donc, le but, c'est que quand on a un croisement 3D, comme ici, on clique dessus et on a une nouvelle option ici, intitulée, avec une liste déroulante qui nous permet de dire est-ce que je veux afficher du texte, donc la version basique, texte et image quand j'en ajoute, ou des images. Donc, par défaut, si vous n'en avez pas ajouté dans IQ, aucune image ne s'affiche. Donc, on clique sur la petite roue crantée pour aller en ajouter. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez ici vos modalités. Je choisis, par exemple, ici « homme ». Soit je peux ajouter une image sur mon ordinateur en cliquant ici. Soit je vais en chercher dans la galerie DataVive. Donc, ici, je vais prendre un homme. Hop. Ici, je vais prendre une femme, toujours dans la galerie DataVive. Hop. Donc, c'est simple. Il suffit de cliquer sur la modalité. Ça s'affiche. On peut la supprimer. On valide. Et hop, mes images ont été changées. Pour changer leur taille, c'est ici, je change la taille de toutes mes images en même temps. Là, je les ai réduites, mais je peux aussi les agrandir. Donc, j'enregistre ceci. Donc, nous avons vu illustrer les modalités dans un tableau. Et maintenant, nous allons voir que nous pouvons désormais fixer l'épaisseur des barres d'un histogramme. Je vais montrer ça. Alors ça, c'était ce que nous avions avant, pour que vous puissiez un petit peu comprendre quelle était la problématique. Donc là, j'ai un graphique qui ne sera pas filtré. Celui-ci est filtré en fonction de cette analyse-là. Donc, comme on peut le voir, quand je clique sur une partie de mon diagramme, les résultats sont filtrés en fonction de cette analyse. Et le problème que nous avions avant, c'est que si des barres disparaissent, celles qui restent deviennent très très grandes. Et c'était déjà pas très joli. Et surtout, ça ne nous permettait plus de comparer des diagrammes en vis-à-vis puisque les barres n'avaient plus la même hauteur, la même épaisseur. Donc, nous avons mis en place une option. On va voir juste après comment la mettre en place. Mais je vous montre le résultat. Si je clique maintenant sur Hôtel, mes barres conservent la même hauteur et sont toujours au même endroit. Elles ne deviennent plus énormes. Alors, pour ce faire, nous allons il faut que je le retrouve. Comment je l'ai appelé? Ah oui, c'est fixer l'épaisseur. Donc, je vais sur la page après pour vous montrer. Donc là, c'est ce graphique-là que j'avais fixé et ça se passe dans graphique, logiquement. Et là, les deux nouvelles options sont ici. Donc là, j'ai coché conserver l'épaisseur des barres. Maintenant, elle est cochée par défaut. Donc, ça sera coché par défaut. Et j'ai aussi la possibilité de définir quelle est l'épaisseur de la barre. Donc là, j'ai par exemple 40 pixels, mais je pourrais mettre plus ou moins. Et nous l'avons appelé épaisseur parce que suivant la position de l'histogramme, des fois c'est la largeur, des fois c'est la hauteur. Donc, en fait, c'est l'épaisseur de la barre. Alors, c'était notre dernier point des fonctions de visualisation. Et nous allons donc passer... Hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, surtout, j'essaie de les regarder au fur et à mesure. Alors, ces améliorations ergonomiques et en termes d'expérience utilisateur, raccourci UX, et en deux parties. Donc, nous avons des choses déjà qui améliorent l'expérience utilisateur de celui qui consulte une vue ou qui consulte un rapport. Donc, ce n'est pas la personne qui le conçoit, mais la personne qui reçoit cette vue ou ce rapport. Nous lui avons ajouté un nouveau scénario qui s'appelle « Naviguer vers une vue ». Alors, je vous montre à quoi ça ressemble.
Alors, sur cette vue, j'ai mis 3 textes. Sur un de ces textes, j'ai mis un scénario qui s'appelle « Naviguer vers une vue ». Sur l'autre, j'ai mis un scénario qui existait déjà, qui est illustré par une vue. Et une autre nouveauté ici, sur ce texte, j'ai mis un lien vers une page externe. Donc, si je clique sur celui qui est illustré par une vue, c'est ce que nous avions précédemment, je clique dessus, ma vue s'affiche par-dessus la vue courante. Si je veux la fermer, j'ai une croix ici, je la ferme et je retourne sur ma vue. Le nouveau scénario, naviguer vers une vue, qui est pour l'instant disponible uniquement pour les textes et les images, prochainement pour les analyses, mais maintenant que pour les textes et les images. Je clique dessus et comme vous pouvez le constater, la vue prend la place totale de l'ensemble de la vue. Donc, je n'ai pas de petite croix pour refermer ma vue. Je peux comme ça naviguer vraiment d'une vue à l'autre sans me rendre compte que ça s'affiche en cascade les unes par-dessus les autres. Par contre, il faut bien penser à mettre un bouton, donc ça peut être une image, une forme, et de mettre sur ce bouton aussi un scénario naviguer vers une vue pour retourner sur la première vue ou pour aller sur une toute autre vue. Donc là, j'ai mis un scénario naviguer vers une vue qui me permet de retourner à cette vue. Enfin, la dernière nouveauté, c'est que l'on peut désormais sur les textes et les images aussi naviguer vers un lien externe, ce qu'il était déjà possible de faire depuis une analyse. On me demande si un support sera fourni. Est-ce que si c'est le support de ce webinaire, oui, il sera fourni. Alors, si je clique sur naviguer vers un lien externe, eh bien, tout bêtement, ça affiche un lien externe que je peux choisir d'afficher sur cette page ou sur une autre. Alors, comment ça se passe derrière les coulisses ? Donc, on retrouve la vue que je viens de vous montrer, cette fois-ci en mode édition. Pour le naviguer vers une vue, donc c'est un texte que j'ai rédigé et sur lequel j'ai mis un scénario. En cliquant ici sur scénario, j'ai mis l'action naviguer vers une vue et j'ai choisi la vue vers laquelle je voulais que le clic sur ce lien mène. Ici, même principe, sauf que là, je n'ai pas choisi naviguer vers une vue, mais illustrer par une vue. Donc ça, on l'avait déjà. Et ici, eh bien, j'ai choisi naviguer vers un lien externe. Donc, on a vraiment enrichi les possibilités de navigation. Autre nouveauté dans les améliorations ergonomiques pour l'utilisateur, c'est qu'il peut désormais faire des exports par lot. La personne qui crée sa vue ou son rapport avait la possibilité d'exporter, faire un export par lot, c'est-à-dire exporter selon toutes les modalités d'une variable, mais la personne qui consultait ce rapport ne pouvait pas le faire. Donc, désormais, elle peut le faire. On va voir côté visualisateur ce que ça donne. Donc, une personne qui consulte une vue, bon, donc ici, on a une vue lambda. Ah, donc, ce n'est pas la bonne vue. Je vais me mettre sur celle-ci. Donc, en mode prévisualisation, donc là, c'est ce que voit le lecteur du rapport. Il a un bouton exporter et il a l'option qui lui permet de générer un document pour chaque option de réponse d'une certaine variable. Donc, si je clique ici, je vais avoir autant de rapports que j'ai de modalités dans cette variable. Et les rapports seront bien sûr, concerneront à chaque fois chaque modalité. Ça permet vraiment de gagner du temps. Donc, où est-ce que j'ai défini cela? Donc, c'est dans les propriétés de la vue, onglet général. Là, j'avais donc coché autoriser l'export de la vue. J'ai sélectionné la variable concernée. Donc là, j'avais mis la catégorie socio-professionnelle, mais on peut mettre celle que l'on souhaite. Et on peut renommer le texte qui est affiché par défaut ici. Voilà comment ça se passe. Donc, côté destinataire du rapport, c'était notre dernière amélioration, mais nous en avons maintenant pour ceux qui font des vues et des rapports. Alors, comment on va pouvoir le voir? Hop, je suis allée un peu trop vite, je retourne ici. Hop. Alors, celui qui fait un rapport a désormais quelque chose de bien pratique. Je vais prendre par exemple celle-ci.
Vous voyez ici, j'ai un nom de page qui est assez long. Et bien, désormais, quand je passe au survol sur cette page, je vois le nom entier de la page, ce qui n'était pas le cas avant. Vous pouvez avoir une prévisualisation de la page. J'en ai une deuxième, hop. On avait la prévisualisation de la page, mais pas le nom. Donc là, maintenant, on a la prévisualisation plus le nom qui s'affiche au-dessus. Nous avons également des options pour les filtres. Donc là, c'est un filtre. Oui, d'ailleurs, avant, ce type de filtre était appelé filtre rapide. Nous l'appelons désormais filtre de vue. Donc, c'est un filtre que je peux glisser ici. Hop. On va prendre cet exemple de celui-ci. Nouvelle option, on peut décider de l'afficher via des boutons, comme je l'ai fait ici, ou via liste déroulante. Avant, nous n'avions que cette liste déroulante. Mais comme il n'y a pas beaucoup de choix possibles, il vaut mieux afficher des boutons. Comme ça, l'information est directement affichée. Nous avons la possibilité, également, une nouvelle possibilité de cacher les pourcentages dans les filtres en décochant « Afficher les valeurs ». Là, ça s'affiche, ça ne s'affiche plus. L'option qui devrait sortir prochainement, c'est de pouvoir afficher également les effectifs au lieu des pourcentages, mais nous ne l'avons pas encore. L'export par l'eau, naviguer vers une vue. Donc là, hop, eh bien, nous avons tout vu pour cette partie-là. Ah, j'ai oublié quelque chose de bien pratique quand même, c'est le raccourci. C'est le raccourci. Hop. Donc, je vais mettre une zone de texte. Et comme on peut le voir ici, j'ai maintenant un A+, A- qui me permet d'agrandir mon texte ou de diminuer mon texte directement. Et si j'en ai un qui est beaucoup plus gros que l'autre, hop, par exemple ici, on conserve les proportions et on peut agrandir et diminuer comme ceci. Je suis revenue au début, alors vite, vite, j'arrive à la fin. La fin pour vous remercier de votre attention. Donc j'espère que c'était assez clair pour vous. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions, que ce soit maintenant ou plus tard, à nous les poser. Je voulais également vous remercier parce que toutes ces nouveautés, c'est notamment grâce à vous, parce qu'on prend vraiment en compte les feedbacks que vous pouvez nous faire via le logiciel ou via le support, via aussi votre responsable commercial. Nous prenons vraiment en compte tous ces retours pour choisir les nouvelles fonctionnalités à développer. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Cette vidéo sera, le lien vers le replay de cette vidéo vous sera envoyé par email. Elle sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Et on vous indique aussi que parmi les actualités, on recrute. Donc, si vous avez dans votre entourage des gens qui connaissent bien les logiciels Sphinx, il y a peut-être des offres qui pourraient les intéresser. Donc, je reste encore une minute ou deux pour répondre à vos questions. Et je vous remercie beaucoup et vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt.